Je me moque totalement de ta promotion, et de ton salaire de 15 000 € par mois. Démissionne sur le champ, et tu vas t'occuper de ma mère, a hurlé mon mari au chômage, pendant que ma belle-mère jouait théâtralement la malade. J'ai rapidement guéri ma belle-mère, ainsi que mon fainéant de mari. C'est une réaction à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Avant de commencer notre histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et à laisser un j'aime. Merci, et bonne écoute à tous. Alexandra se tenait près de la fenêtre de son bureau, situé au 18e étage, et contemplait le panorama de Paris. C'était une ville qui, très bientôt, pourrait bien devenir son propre territoire. Dans ses mains, elle serrait fermement une enveloppe scellée par le directeur général, un document qui avait le pouvoir de changer toute sa vie. Son cœur battait si fort que, lui semblait-il, on pouvait l'entendre battre jusque dans les bureaux voisins. Une demi-heure plus tôt, la secrétaire, Lucille, avait frappé à sa porte, et lui avait solennellement remis cette fameuse enveloppe. Alexandra, la direction vous prie de prendre connaissance de cette proposition, et de donner votre réponse d'ici demain matin, avait-elle déclaré, en affichant un sourire mystérieux. Lucille travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans, et elle était au courant de toutes les décisions importantes, bien avant leur annonce officielle. Alexandra ouvrit lentement la lettre, et la relut pour la 5e fois. La proposition était tout simplement stupéfiante, prendre la direction de la nouvelle succursale de l'entreprise à Lyon, avec un salaire fixe de 15 000 €, auquel s'ajoutait un pourcentage sur les bénéfices. Cela ne représentait pas une simple promotion, mais un véritable saut dans sa carrière, ce dont elle rêvait depuis 3 ans. Chère Alexandra, lisait-elle ces lignes, qu'elle connaissait déjà par cœur, compte tenu de votre grand professionnalisme, et des résultats exceptionnels de votre travail sur le projet du complexe résidentiel L'Arc-en-Ciel. La direction de l'entreprise a pris la décision de vous offrir le poste de directrice du département des projets, au sein de notre nouvelle succursale. Le salaire est fixé à 15 000 € par mois, avec l'ajout de primes trimestrielles. Alexandra plia la lettre, et la rangea soigneusement dans son sac à main. Il fallait maintenant rentrer à la maison, et en discuter avec son mari. Hugo devrait normalement se réjouir pour elle, car il rêvait depuis si longtemps d'une certaine stabilité financière, surtout après qu'il eut perdu son emploi, il y a de cela 6 mois. Désormais, il pourrait cesser de compter chaque centime lors de leurs achats, déménager dans un bien meilleur appartement, et peut-être même, prévoir de belles vacances à l'étranger. Le trajet du retour prit ses 40 minutes habituelles, mais aujourd'hui, le temps semblait s'étirer de façon particulièrement lente. Alexandra répétait, dans sa tête, la façon dont elle annoncerait cette excellente nouvelle à son mari. Peut-être devrait-elle d'abord préparer un bon dîner, afin de créer une atmosphère romantique, et ensuite seulement, partager sa joie. Ou alors, il vaudrait mieux lui dire tout de suite, dès qu'elle franchirait le seuil de la porte. Leur appartement de 2 pièces, situé dans un immeuble de la banlieue parisienne, l'accueillit avec son odeur habituelle de pot-au-feu, et les bruits de fond de la télévision. Hugo était assis sur le canapé, vêtu d'un pantalon de jogging et d'un t-shirt, tout en zappant entre les chaînes. Sur la table basse, trônait une tasse de thé à moitié vide, ainsi qu'un journal ouvert sur les offres d'emploi, dans lequel seules quelques lignes avaient été soulignées. « Salut, mon chéri », dit Alexandra, en retirant ses chaussures. « Comment ça va aujourd'hui ? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? » Hugo leva la tête et hocha un grand coup, mais son regard était étrange. Il semblait absent, et comme vaguement mécontent. « Ça va. »« Ah bon, il est déjà 18 heures ? Le temps passe vite, quand on ne fait strictement rien, » répondit-il, avec une pointe d'amertume dans la voix. Alexandra alla dans la chambre, enfila une robe d'intérieur plus confortable, et retourna dans le salon. Hugo regardait toujours la télévision, sans manifester le moindre intérêt pour son retour. D'habitude, il lui posait des questions sur son travail, s'intéressait à sa journée, mais aujourd'hui, il gardait un silence de marbre. « Mon cœur, j'ai une nouvelle », commença-t-elle, en s'asseyant à côté de lui, sur le canapé. « C'est une très bonne nouvelle, pour nous deux. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, passa une brève lueur de méfiance. « Quelle nouvelle ? » On m'a proposé le poste de directrice, dans la nouvelle succursale de l'entreprise.
Tu imagines? Je vais diriger tout un département, et je serai responsable de très grands projets. Alexandra sortit l'enveloppe de son sac, et la lui tendit. Tiens, lis par toi-même. Hugo prit la lettre, parcourut rapidement les lignes des yeux, et son visage se figea progressivement. Quand il eut fini de lire, il plia lentement le papier, et le posa sur la table. Le silence s'éternisa, pendant une bonne minute. Alors, c'est génial, non, s'exclama Alexandra, ne comprenant pas sa réaction si froide. 15 000 € par mois. Nous pourrons vivre de manière complètement différente. 15 000 €, répéta doucement Hugo. Et dans sa voix, il n'y avait ni joie, ni enthousiasme. Et alors, tu as déjà accepté cette offre? Pas encore. Je dois donner ma réponse finale demain matin. Mais c'est une opportunité incroyable. Hugo, tu ne te réjouis pas pour nous? Il se leva du canapé, et s'approcha de la fenêtre, les mains profondément enfouies dans les poches de son pantalon. Si, je me réjouis, dit-il, sans même prendre la peine de se retourner. Bien sûr que je me réjouis. C'est juste un peu inattendu, c'est tout. Alexandra sentit que quelque chose n'allait pas. Elle s'attendait à des câlins, à de chaleureuses félicitations, et peut-être même, à ouvrir une bouteille de champagne. Au lieu de cela, son mari lui tournait le dos et gardait le silence, exactement comme s'il venait d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Hugo, que se passe-t-il? Pourquoi te comportes-tu de manière si étrange? Demanda-t-elle, en s'approchant de lui. Il ne se passe rien. Je réfléchis, simplement, répondit-il, continuant de regarder par la fenêtre. Et où se trouvera cette fameuse succursale? À Lyon. C'est à environ 2 heures de train d'ici. Mais ce n'est pas grave, on peut faire les allers-retours, ou bien s'y installer définitivement. Là-bas, les appartements sont moins chers, et le cadre de vie est nettement meilleur. S'y installer, répéta lentement Hugo. C'est-à-dire que tu as déjà tout décidé à ma place? Je n'ai absolument rien décidé. Nous devons en discuter ensemble, justement. Mon chéri, c'est notre grande chance d'avoir une vie meilleure. Tu pourras trouver du travail là-bas, et je gagnerai suffisamment d'argent pour subvenir à tous nos besoins. Il se retourna brusquement, et Alexandra vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, de la colère, de la rancœur, ou peut-être, quelque chose d'encore plus désagréable à voir. Subvenir à tous nos besoins, répéta-t-il, en reprenant ses mots. C'est-à-dire que c'est toi, qui vas nous entretenir tous les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, entretenir? Nous sommes une famille, nous avons un budget commun. Quand tu travaillais et que je faisais mes études, tu ne disais pas que tu m'entretenais, n'est-ce pas? À l'époque, c'était totalement différent, trancha Hugo, et il se retourna de nouveau vers la fenêtre. Alexandra restait plantée au milieu de la pièce, ne comprenant pas ce qui se passait. Le jour le plus heureux de sa carrière se transformait lentement en un véritable cauchemar. Son mari se comportait comme si elle lui avait annoncé son intention de divorcer, et non pas un immense succès professionnel. Hugo, explique-moi, s'il te plaît, où est le problème? Je pensais vraiment que tu serais fou de joie. Que je sois fou de joie? Il se tourna, et la regarda avec insistance. Bien sûr, je devrais sauter de joie à l'idée que ma femme va gagner 10 fois plus que moi, qu'elle va devenir un grand patron, pendant que moi, je resterai un minable chômeur. Tu n'es pas un minable, et tu finiras par trouver du travail, j'en suis certaine. Et en attendant, je vais vivre au crochet de ma femme à succès, termina-t-il à sa place. Ça sonne vraiment merveilleux. Alexandra sentit son cœur se serrer, sous le coup de l'injustice. Elle voulait tellement partager sa joie, mais en retour, elle ne recevait que des reproches et de l'amertume. Tu sais quoi, dit-elle, s'efforçant de garder son calme. Dis non d'abord, et nous en discuterons plus tard. Peut-être que tu es simplement fatigué. Fatigué, ricana Hugo. Et de quoi pourrais-je bien être fatigué? De chercher du travail? De rester assis à la maison toute la journée? Oui, c'est sûrement très épuisant. Il y avait une telle amertume dans sa voix,
qu'Alexandra comprit qu'il valait mieux reporter cette conversation. Son humeur était définitivement gâchée, mais elle décida de ne rien laisser paraître. Le soir venu, quand il se serait calmé, il pourrait enfin parler normalement. Le dîner se déroula dans un silence lourd et pesant. Hugo picorait ses pâtes avec sa fourchette, et lançait parfois des regards étranges à sa femme. Alexandra tenta de maintenir la conversation, en parlant de leurs projets pour le week-end, ou de la nouvelle série qu'elle voulait regarder, mais elle ne recevait que des réponses monosyllabiques. Après le repas, Hugo fila dans la salle de bain, puis se coucha immédiatement, prétextant une forte migraine. Alexandra se retrouva seule dans le salon, la lettre entre les mains, avec un poids terrible sur le cœur. Quelque chose dans leur relation commençait à se fissurer, et elle ne savait pas comment arranger les choses. Le lendemain matin, Hugo partit très tôt, affirmant qu'il avait un entretien d'embauche. Alexandra s'en réjouit intérieurement. Peut-être que sa mauvaise humeur de la veille était simplement due à l'angoisse de rencontrer de potentiels employeurs. S'il décrochait un poste, il verrait sans doute sa promotion sous un jour bien différent. Arrivée au bureau, elle donna son accord officiel pour le nouveau poste. La direction en fut ravie. Ses collègues la félicitèrent chaleureusement, et le département organisa même un petit pot en l'honneur de sa réussite. Alexandra souriait et remerciait tout le monde. Pourtant, au fond d'elle-même, il restait un goût amer, laissé par la conversation de la veille avec son mari. Elle rentra chez elle avec un beau bouquet de fleurs, et une excellente bouteille de vin. Hugo était assis exactement dans la même position que la veille, mais il semblait un peu plus animé. « Alors, comment s'est passé cet entretien ?» demanda-t-elle, en l'embrassant sur la joue. « Ça s'est bien passé. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler, » répondit-il, en fuyant son regard. « C'est génial. De mon côté, j'ai accepté officiellement le nouveau poste aujourd'hui. Je pense qu'il faut fêter ça. » Alexandra lui montra la bouteille de vin. « Fêter ça ?» répéta Hugo, et des notes froides et familières réapparurent dans sa voix. « Fêter ta réussite ?» Notre réussite. Hugo, qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Tu te comportes comme si j'avais fait quelque chose de mal. Il garda le silence, les yeux rivés sur la télévision. Alexandra mit les fleurs dans un vase et ouvrit le vin, espérant que cette ambiance romantique aiderait à détendre l'atmosphère. Mais Hugo refusa catégoriquement de boire. « Je dois me lever tôt, demain matin, » déclara-t-il. « Te lever tôt pour aller où? Tu as un autre entretien de prévu? » Oui, peut-être. Je ne sais pas. On verra. Alexandra commençait sérieusement à perdre patience. Son mari répondait par monosyllabes, fuyait son regard, et se comportait de manière générale comme un parfait étranger. Quelque chose clochait, et elle était bien décidée à découvrir de quoi il s'agissait. Le lendemain, alors qu'Hugo était reparti pour soi-disant passer un autre entretien, Alexandra décida de mener sa propre enquête. Elle savait qu'il cherchait habituellement du travail via Internet et les agences pour l'emploi. Elle jeta donc un œil à l'historique du navigateur, sur leur ordinateur commun. Ce qu'elle y vit, fit rater un battement à son cœur. Les dernières recherches n'avaient absolument rien à voir avec le travail. Hugo avait cherché des informations sur les droits du mari en cas de divorce, sur le partage des biens, et sur la manière de prouver que la femme gagnait plus que son conjoint. De plus, dans ses favoris, se trouvait la page d'une certaine Victoria sur un réseau social. Alexandra cliqua sur le profil, et découvrit une belle femme blonde d'une trentaine d'années, avec pour description, responsable des ressources humaines, entreprise Alpha Construction. Hugo faisait partie de ses amis, et il n'avait été ajouté qu'une semaine auparavant. Mais la découverte la plus intéressante se trouvait dans les messages privés. Alexandra connaissait le mot de passe du compte de son mari. Il ne s'était jamais caché ce genre de choses. La conversation avec Victoria avait commencé 3 semaines plus tôt, et la lire fut comme recevoir un violent coup de poing dans le ventre. « Salut mon Hugo, comment tu vas? Tu te souviens de l'époque où on partageait le même bureau, en terminale ?» écrivait Victoria. « Bien sûr que je m'en souviens. Tu étais la plus belle fille de toute la classe » répondait Hugo.
Par la suite, la conversation devenait de plus en plus intime. Victoria se plaignait de sa grande solitude, et Hugo, de ses problèmes conjugaux. Ils organisaient des rendez-vous dans des cafés, s'échangeaient des photos, et faisaient des plans pour l'avenir. Un poste de commercial va bientôt se libérer dans mon entreprise. Le salaire n'est pas énorme, mais pour commencer, ce sera très bien. Par contre, il y a une condition stricte. Il faut être libre de toute obligation familiale. Notre directeur estime que les hommes mariés sont beaucoup moins flexibles, avait écrit Victoria l'avant-veille. Et qu'est-ce que ça veut dire, être libre d'obligations familiales, s'était intéressé Hugo. Eh bien, l'idéal serait d'être célibataire. Ou alors, que la femme ne soit pas trop ambitieuse, et qu'elle ne demande pas trop d'attention. Les carriéristes, tu sais, ça stresse beaucoup les hommes. C'est l'homme qui doit être le chef, dans une famille. Ma femme est justement une vraie carriériste, elle vient d'obtenir une grosse promotion, et maintenant elle va gagner 15 000 € par mois. Je ne sais même plus comment je dois réagir à ça. Oh là là, mon pauvre Hugo, mais c'est un véritable cauchemar. Une femme ne doit jamais éclipser un homme. C'est totalement contre nature. Il faut que tu fasses quelque chose, sinon elle va finir par te marcher dessus. Alexandra ferma la page web, et s'adossa lourdement à sa chaise. Voilà donc ce qu'il se passait. Son mari n'était pas seulement contrarié par sa réussite. Il planifiait déjà une toute nouvelle vie, avec son ancienne camarade de classe. Et sa promotion à elle, devenait un obstacle majeur à ses plans. Elle relut la conversation une nouvelle fois, en prêtant une attention particulière aux dates. Hugo avait commencé à discuter avec Victoria une semaine avant qu'on ne lui propose son nouveau poste. Cela signifiait que la trahison était préméditée, et que l'annonce de sa promotion n'avait fait qu'accélérer les choses. Le soir venu, Hugo rentra à la maison d'une humeur radieuse. « Salut, ma chérie. Comment s'est passée ta journée au travail ?» demanda-t-il joyeusement. « Normalement, » répondit sèchement Alexandra. « Et toi, comment s'est passé ton entretien ?» « Super bien. Je pense que très bientôt, j'aurai moi aussi un travail. » Il s'approcha pour tenter de la prendre dans ses bras, mais elle se dégagea vivement. « Hugo, il faut qu'on ait une discussion sérieuse. » « Au sujet de quoi ?» Son visage se tendit instantanément. « Au sujet de nous, de notre relation, et de tout ce qui se passe depuis quelque temps. » Hugo s'assit sur le canapé, et croisa les bras sur sa poitrine. « Je t'écoute. » « Je sais tout, à propos de Victoria. » Le silence qui suivit fut si dense, qu'on aurait pu le couper au couteau. Hugo pâlit, puis rougit violemment, avant de pâlir à nouveau. « Qu'est-ce que tu sais au juste ?» demanda-t-il doucement. « Je sais tout. Vos messages, vos rendez-vous, vos projets d'embauche, et le fait que ma promotion vient gâcher tous vos plans. » Hugo baissa la tête, et garda le silence un long moment. Lorsqu'il releva enfin les yeux, on n'y lisait ni honte, ni repentir. Seulement une étrange et froide détermination. « Très bien, puisque tu sais tout, parlons franchement, » déclara-t-il. « Oui, je fréquente Victoria. Elle me comprend en tant qu'homme, et ne me voit pas uniquement comme une simple source de revenus. » « Une source de revenus ?» Alexandra n'en croyait pas ses oreilles. « Tu es au chômage depuis 6 mois. De quelle source de revenus parles-tu ? » Exactement. Et tu me le rappelles sans cesse, avec tes regards, avec ton attitude. Et maintenant, il y a cette promotion par-dessus le marché. Tu vas gagner des milliers d'euros, et moi, je vais devenir quoi ? Un homme au foyer ? Alexandra regardait son mari, et ne le reconnaissait plus. Où était passé l'homme qu'elle avait épousé ? Celui qui lui disait qu'il formait une équipe, et qu'il se soutiendrait dans toutes les épreuves de la vie. Hugo, tu te rends compte de ce que tu dis ? Je ne t'ai jamais reproché de ne pas avoir de travail, au contraire, je t'ai soutenu de mon mieux. Tu m'as soutenu, tout en te réjouissant de devenir enfin le chef de famille. C'est entièrement faux. Je voulais simplement que nous ayons une vie plus confortable. Hugo se leva, et marcha vers la fenêtre. Tu sais quoi, Alexandra ?
On devrait peut-être vivre séparément pendant quelque temps, pour faire le point sur notre couple. Tu veux qu'on se sépare? Je veux comprendre ce qui m'arrive. Et avec ton travail, et ton salaire mirobolant, je me sens complètement inutile. Alexandra comprit alors que la discussion menait à une impasse. Hugo avait déjà pris sa décision, et son opinion à elle, ne l'intéressait plus. Victoria ne lui proposait pas seulement un emploi, mais aussi le rôle du mâle dominant, un rôle qu'il s'estimait incapable de jouer aux côtés d'une femme accomplie. D'accord, dit-elle très calmement. Si c'est ta décision, alors prépare tes affaires. Dis-moi juste une chose, quand comptais-tu m'annoncer tout ça? Après ton mariage avec Victoria? Hugo se retourna, avec une expression pleine de culpabilité. Sacha, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Et tu sais quoi? C'est peut-être mieux ainsi. Au moins, je vois enfin ton vrai visage. À cet instant précis, le téléphone sonna. Hugo jeta un coup d'œil à l'écran, et fronça les sourcils. C'est ma mère. Réponds-lui, dit Alexandra. Elle était curieuse de voir comment sa belle-mère allait réagir à ces nouvelles. Allô, maman, que se passe-t-il? Hugo décrocha le téléphone. Après quelques secondes, son visage se décomposa. Quoi? Comment ça, une arnaque? Maman, ne pleure pas, j'arrive tout de suite. Il raccrocha, et se tourna vers Alexandra. Ma mère s'est fait escroquer par des arnaqueurs. Elle a vendu son appartement à un type, qui s'est avéré être un fraudeur. Maintenant, elle n'a plus de logement, et plus un centime. Alexandra sentit son estomac se nouer. Il ne manquait plus que ça, pour couronner le tout. Comment est-ce arrivé? Je n'ai pas les détails. Elle pleurait tellement au téléphone, qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. Il faut que j'aille la voir. Bien sûr, vas-y. Et de mon côté, je vais réfléchir à l'avenir de notre relation. Hugo se prépara en hâte, et quitta l'appartement. Alexandra resta seule dans les pièces vides, tentant de digérer la situation. En l'espace d'une seule journée, sa vie avait complètement basculé. Son ascension professionnelle s'accompagnait d'un désastre familial, et son mari se révélait être un homme bien différent de celui qu'elle côtoyait depuis 3 ans. Elle se servit un verre de vin, et s'assit près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Quelque part là-bas, se trouvait Victoria, prête à détruire son mariage pour arriver à ses fins. Quelque part là-bas, se trouvait Hugo, qui choisissait la facilité au lieu de se battre pour sa famille. Et quelque part là-bas, se trouvait Thérèse, qui, au pire moment possible, venait de perdre son toit. Le téléphone sonna vers 23 heures. C'était Hugo. Sacha, c'est une catastrophe. Maman a vraiment vendu son appartement, et l'acheteur s'est volatilisé avec l'argent. Elle n'a absolument plus rien. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, elle n'arrête pas de pleurer. Elle dit qu'elle n'a nulle part où aller. Sacha, c'est ma mère. Alexandra comprit immédiatement où il voulait en venir. Hugo, nous avons déjà nos propres problèmes. Tu viens de dire toi-même que tu voulais réfléchir à notre relation. Mais je ne peux pas la laisser à la rue. Et ta chère Victoria? Elle ne peut pas l'héberger? Hugo garda le silence. De toute évidence, l'idée d'accueillir une belle-mère âgée ne faisait pas partie des plans de sa nouvelle compagne. Sacha, je t'en supplie, c'est juste temporaire, le temps de trouver une solution. Alexandra ferma les yeux. Elle savait très bien que Thérèse ne resterait pas une semaine, ni même un mois. Sa belle-mère allait s'installer chez eux, et faire tout son possible pour préserver le couple de son fils. Et cela impliquait une guerre ouverte contre Victoria, et contre les projets de nouvelle vie d'Hugo. D'accord, finit-elle par dire. Amène-la ici, mais nous aurons une discussion très sérieuse, dès demain matin. Merci, Sacha. Tu es vraiment la meilleure. La meilleure. Alexandra eut un petit sourire jaune. Si elle avait été réellement la meilleure, son mari ne serait pas allé chercher du réconfort dans les bras d'une autre femme.
Et si elle avait été plus intelligente, elle aurait remarqué depuis longtemps que quelque chose n'allait pas dans leur mariage. 1 heure plus tard, Hugo arriva avec Thérèse. Sa belle-mère semblait en effet bouleversée, les yeux rougis par les larmes, les cheveux en bataille, vêtue d'un vieux manteau usé. Elle tenait à la main un petit sac, contenant quelques affaires. « Alexandra, ma fille, pardonne-nous de débarquer comme ça en pleine nuit, sanglota-t-elle. Mais je n'ai vraiment nulle part où aller. » « Ne vous inquiétez pas, Thérèse. Installez-vous, » répondit Alexandra. Même si, au fond, cette situation n'avait rien de normal. La belle-mère s'installa sur le canapé du salon, et Hugo partit lui préparer une tasse de thé. Alexandra le suivit dans la cuisine. « Raconte-moi plus en détail ce qui s'est passé, » demanda-t-elle. Un homme l'a appelé, en disant qu'il achetait d'urgence des appartements dans son quartier, pour son entreprise. Il lui a proposé un excellent prix, mais il fallait se décider très vite. Elle y a cru, elle a signé les papiers, et elle a reçu l'argent. Mais quelques jours plus tard, on a découvert que les documents étaient des faux, et l'argent a disparu en même temps que l'acheteur. Maman est allée voir la police, mais on lui a dit qu'il n'y avait presque aucune chance de retrouver l'escroc. Alexandra secoua la tête avec consternation. Et quelle somme a disparu ? 300 000 euros. La valeur totale de l'appartement. C'était un véritable désastre. Thérèse n'avait pas seulement perdu son logement, elle avait aussi perdu toutes ses économies. Désormais, elle dépendait entièrement de l'aide de ses enfants. Hugo, et qu'en est-il de tes fameux projets ? Victoria ne va sûrement pas apprécier ce retournement de situation. Il la regarda avec un air coupable. Sacha, je sais que je me comporte comme un salaud, mais ce n'est vraiment pas le moment de régler nos comptes. Ma mère vit une vraie tragédie. Alexandra savait qu'il avait raison. Quel que soit leur problème de couple, on ne pouvait pas abandonner une personne âgée sans assistance. Mais en même temps, elle sentait que le piège se refermait sur elle. Thérèse allait devenir la carte maîtresse d'Hugo, un moyen de pression idéal sur sa conscience. Ils retournèrent dans le salon, où la belle-mère était assise sur le canapé, pleurant silencieusement. « Thérèse, ne vous mettez pas dans cet état. Nous allons trouver une solution, » dit Alexandra, en s'asseyant à côté d'elle. « Ma fille, je suis une vieille idiote. J'ai fait confiance au premier venu, et maintenant je deviens un fardeau pour vous. » Pas du tout. Nous sommes une famille, et nous allons vous aider. Thérèse lui prit doucement la main. « Alexandra, tu es si gentille. Hugo m'a parlé de ta superbe promotion. 15 000 euros, c'est merveilleux. » Alexandra lança un regard noir à son mari. Il avait donc déjà eu le temps d'informer sa mère de la situation. Elle se demandait bien comment il lui avait présenté la chose. « Oui, c'est une belle opportunité, » répondit-elle modestement. « Hugo m'a dit que vous alliez devoir déménager dans une autre ville. »« Mais qu'est-ce que je vais devenir, toute seule ?» sanglota la belle-mère. Alexandra sentit un déclic se produire dans son esprit. Hugo avait parlé du déménagement à sa mère, mais il avait omis de mentionner ses plans avec Victoria. Autrement dit, il avait tourné la situation de manière à faire croire que sa femme abandonnait sa famille, pour le bien de sa propre carrière. « Thérèse, rien n'est encore décidé définitivement, » dit-elle avec précaution. « Comment ça, rien n'est décidé ? Hugo m'a assuré que tu avais déjà accepté ce poste. » « J'ai accepté, mais les conditions du déménagement sont encore en discussion. » La belle-mère se remit à pleurer de plus belle. « Je comprends très bien. Les jeunes doivent construire leur carrière, et les vieux ne font que déranger. Je ne sers plus à rien, maintenant. » Hugo lança un regard plein de reproches à Alexandra, comme si c'était de sa faute si sa mère était en larmes. « Maman, ne dis pas des choses pareilles. Nous ne t'abandonnerons jamais. » « Et qu'est-ce que je ferai, toute seule dans une ville inconnue ? Toute ma vie est ici, mes amis, mes médecins, mes connaissances. » Alexandra comprenait que la conversation prenait une très mauvaise tournure. Thérèse jouait habilement avec les sentiments de son fils,
en présentant la situation comme si sa belle-fille était en train de briser la famille. Thérèse, occupons-nous d'abord de cette histoire de logement, et nous penserons au déménagement plus tard, suggéra-t-elle. Quel logement, ma fille? Je n'ai plus rien, à part les vêtements que je porte. La belle-mère faisait vraiment peine à voir, mais quelque chose dans son attitude mettait Alexandra mal à l'aise. Elle pleurait de manière bien trop théâtrale, et appuyait avec trop de précision sur les points sensibles. Maman, ne t'en fais pas, nous allons te louer un petit appartement, le temps de régler cette affaire de papier, la rassura Hugo. Avec quel argent, mon fils? Tu n'as pas de travail, et Alexandra va être trop occupée à bâtir sa carrière, pour se soucier de sa vieille belle-mère. Thérèse, quel est le rapport avec ma carrière? Si vous avez besoin d'aide, nous serons là pour vous, déclara fermement Alexandra. La belle-mère leva vers elle des yeux gonflés par les pleurs. Tu es une fille formidable, Alexandra. Mais j'ai bien peur que ce nouveau travail ne te change. Les grosses sommes d'argent corrompent les gens. Comment ça, ils les corrompent? Eh bien, ils commencent à se croire supérieurs. Ils ne respectent plus leur mari. Ils relèguent leur famille au second plan. Alexandra sentit la colère monter en elle. Cette belle-mère, qu'elle venait d'accueillir par pitié, commençait déjà à lui faire la morale sur les valeurs familiales. Thérèse, je pense qu'il est prématuré d'en parler. Il vaudrait mieux se concentrer sur les questions pratiques. Bien sûr, bien sûr. C'est juste que je m'inquiète pour vous, et surtout pour mon petit Hugo. Il est tellement sensible. Et quand une femme gagne plus d'argent? Quoi, quand une femme gagne plus d'argent, n'y tint plus Alexandra. Eh bien, les hommes sont fiers. C'est très difficile pour eux, d'accepter qu'une femme leur soit supérieure. Hugo restait assis en silence, et ne contredisait pas les paroles de sa mère. Pire encore, Alexandra remarqua qu'il avait hoché la tête en signe d'approbation, à la dernière phrase. Thérèse, il me semble que dans une famille équilibrée, les époux se réjouissent des succès de l'autre, dit-elle, en fixant son mari droit dans les yeux. En théorie, oui. Mais dans la pratique. J'en ai vu tellement, des couples comme ça. La femme fait carrière, et le mari finit par aller voir ailleurs, pour trouver une femme qui sait l'apprécier à sa juste valeur. Alexandra réalisa que la conversation devenait beaucoup trop personnelle. Sa belle-mère était visiblement au courant de leurs problèmes conjugaux, et se servait de son propre malheur, comme d'un prétexte pour s'immiscer dans le couple de son fils. Je crois que nous avons tous besoin de repos. La journée a été longue et difficile, déclara-t-elle en se levant. Bien sûr, ma fille. Tu dois être fatiguée de ton travail. À chaque jour suffit sa peine, acquiesça Thérèse. Mais il y avait une note d'hypocrisie évidente dans sa voix. Dans leur chambre, Alexandra tenta d'avoir une discussion en tête-à-tête avec son mari. Hugo, comment as-tu parlé de ma promotion à ta mère? Je lui en ai parlé normalement. Pourquoi? Elle a clairement l'impression que j'abandonne ma famille pour ma carrière. Et ce n'est pas le cas? Tu veux bien déménager dans une autre ville, non? Nous voulions déménager ensemble. Ou bien tu l'as oublié? Hugo se tourna vers le mur. Tout a changé, Sacha. Avec la situation de ma mère, il est évident que le déménagement est devenu impossible. Pourquoi impossible? Elle n'a qu'à venir avec nous. À son âge? Après un choc pareil? Tu vois bien dans quel état elle se trouve. Alexandra regarda le dos de son mari, et comprit qu'il avait déjà tout décidé. Le malheur de sa belle-mère était devenu l'excuse parfaite, pour saboter ses ambitions professionnelles. Ainsi, il passait pour le fils dévoué, au lieu du mari égoïste qui avait choisi de partir avec une autre femme. Donc, tu veux que je renonce à ma promotion? Je veux que tu penses à notre famille, à ma mère, et à notre relation. Et toi, as-tu pensé à notre relation, quand tu faisais des plans sur la comète avec Victoria? Hugo se retourna brusquement. Quel est le rapport avec Victoria? On parle de ma mère, ici. Le rapport,
c'est que tu te sers du malheur de ta mère, pour justifier ton propre adultère. Personne ne se sert de personne. Ma mère est dans une situation tragique, et toi, tu ne penses qu'à ta petite carrière. Alexandra comprit que cette discussion ne mènerait nulle part. Hugo n'avait aucune intention de reconnaître ses torts, et la détresse de sa mère lui donnait un avantage moral incontestable. Très bien, dit-elle doucement. Nous verrons bien. Le lendemain matin, Alexandra fut réveillée par le bruit d'une conversation provenant de la cuisine. Thérèse discutait de façon très animée avec son fils, tout en poussant de petits sanglots de temps à autre. Je n'arrive pas à comprendre comment de telles femmes peuvent attirer les hommes. L'argent, la carrière. Ce n'est pas la place d'une femme, disait la belle-mère. Maman, toutes les femmes ne sont pas pareilles, répondait Hugo. Bien sûr qu'elles ne sont pas pareilles. Il y a les bonnes femmes, celles qui aiment leur famille, et il y a les carriéristes. Ta femme est une gentille fille, mais cette promotion. J'ai bien peur que ça ne finisse par la corrompre. Pourquoi ça la corromprait ? Regarde un peu comment elle se comporte. Hier, elle est rentrée à la maison avec des airs de reine, et elle a immédiatement parlé de son déménagement. Elle est prête à jeter sa famille aux ordures, pour une poignée de billets. Alexandra s'habilla sans faire de bruit, et se rendit dans la cuisine. Thérèse était assise à table, vêtue d'un vieux peignoir qui semblait lui appartenir depuis des décennies. Les cheveux en bataille, le visage sans maquillage, elle était l'exact opposé de la belle-fille à succès. « Bonjour, dit Alexandra. »« Bonjour, ma fille. Mon petit Hugo m'a préparé un café. J'ai tellement de chance d'avoir un fils aussi attentionné. » Alexandra se servit une tasse de thé, et s'installa à table. L'atmosphère était chargée d'électricité, comme juste avant un gros orage. « Thérèse, j'ai réfléchi à votre situation. Peut-être devrions-nous engager un avocat ? Il y a peut-être un moyen de contester cette vente. » J'ai déjà essayé, ma fille. On m'a dit qu'il y avait très peu d'espoir. Les documents étaient en règle, et l'escroc a disparu dans la nature. Et que dit la police ? Exactement la même chose. Ils ont ouvert une enquête, mais ils m'ont prévenu que le taux de résolution pour ce genre de crime est extrêmement faible. Hugo restait muet, tapotant de temps en temps l'épaule de sa mère pour la réconforter. Alexandra remarqua qu'il fuyait soigneusement son regard. « Hugo, as-tu prévu de chercher du travail aujourd'hui » demanda-t-elle. « Oui, c'est prévu. J'ai quelques pistes intéressantes. » Quel genre de pistes ? Oh, un peu de tout. Je préfère ne pas trop m'avancer pour le moment. Alexandra comprit que son mari n'avait pas l'intention de parler de Victoria, en présence de sa mère. Il n'avait sans doute pas encore décidé comment il allait gérer, de front, sa relation extra-conjugale et son devoir filial. Et si tu trouvais un emploi dans une autre ville ? Par exemple, là où je vais travailler ? Thérèse tressaillit, et lança à son fils un regard suppliant. Sacha, vu la situation de ma mère, il est beaucoup trop tôt pour parler de déménagement, répondit Hugo. Donc, tu estimes que je devrais refuser cette promotion ? J'estime que la famille est plus importante que l'argent. Et l'adultère ? Est-ce que c'est aussi plus important que l'argent ? Un lourd silence tomba sur la pièce. Thérèse faisait des allers-retours du regard entre son fils et sa belle-fille, sentant clairement qu'il y avait anguille sous roche. « De quel adultère parlez-vous » demanda-t-elle à voix basse. Hugo devint livide. « D'aucun adultère. Sacha est stressée par son travail, elle ne sait plus ce qu'elle dit. » « Je dis très exactement ce que je pense » affirma fermement Alexandra. « Thérèse, votre fils fréquente une autre femme. Et ma promotion vient contrecarrer leur beau projet d'avenir. » La belle-mère laissa échapper un cri étouffé, et porta la main à son cœur. « Hugo, c'est vrai, cette histoire ?» Hugo fuyait le regard des deux femmes, incapable de trouver ses mots. « Maman, c'est très compliqué à expliquer. » Compliqué en quoi ? C'est oui, ou c'est non. Maman, on traverse une mauvaise passe avec Sacha.
j'ai rencontré une fille. Thérèse se mit à pleurer. Hugo, comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu as une femme si merveilleuse. Une femme merveilleuse ne pense pas uniquement à sa carrière, aboya Hugo. Et un bon mari ne trompe pas sa femme à la première difficulté, rétorqua Alexandra. La belle-mère se leva de table, et fila dans le salon. Une minute plus tard, on put entendre des sanglots étouffés. Voilà, tu es contente, cracha Hugo. Tu as réussi à contrarier une femme malade. Malade, Hugo? Ta mère comprend parfaitement les enjeux, et elle se sert de sa prétendue détresse pour nous manipuler. Nous manipuler? Elle vient de perdre sa maison et toutes ses économies. Oui, et c'est affreux, mais cela ne lui donne aucun droit de s'immiscer dans notre couple. Hugo se leva, et partit consoler sa mère. Alexandra resta seule dans la cuisine, finissant son thé refroidi. La situation devenait de plus en plus inextricable. D'un côté, elle ne se voyait pas mettre à la rue une femme âgée, qui venait de tout perdre. De l'autre, la présence de cette belle-mère transformait son appartement en un véritable champ de bataille. Le soir même, un événement finit par clarifier définitivement les rapports de force. Alexandra rentra du travail, et découvrit une scène d'une parfaite harmonie familiale. Thérèse était assise sur le canapé, tout près de son fils. Ils regardaient de vieilles photos de famille, et discutaient à voix basse. Bonsoir, dit Alexandra, en retirant ses chaussures. Bonsoir, chérie, répondit Hugo, mais sa voix sonnait terriblement faux. Alexandra, viens t'asseoir avec nous, l'appela sa belle-mère. Nous discutions justement de notre situation, avec Hugo. Alexandra s'installa dans le fauteuil, face au canapé. Et à quelle conclusion êtes-vous arrivés? Nous pensons qu'il faudrait que tu réfléchisses sérieusement à cette histoire de promotion, déclara Thérèse. Dans quel sens? Dans le sens où la famille doit passer avant la carrière. Hugo traverse une période très difficile en ce moment. Il a besoin d'être soutenu, pas d'avoir une femme qui ne jure que par l'argent. Alexandra sentit le sang bouillir dans ses veines. Thérèse, sur quoi vous basez-vous, pour affirmer que je ne pense qu'à l'argent? Et comment appelles-tu le fait de vouloir abandonner ta famille, pour un travail? Je n'abandonne personne. J'ai proposé que nous déménagions tous ensemble. Déménager? À mon âge? Après un choc pareil? Je ne survivrai jamais à un tel changement d'environnement. Hugo hocha la tête. Maman a raison, Sacha. Ce dont elle a besoin en ce moment, c'est de stabilité. Et moi, de quoi ai-je besoin? De renoncer à l'opportunité de ma vie, pour satisfaire vos petits caprices? Thérèse lâcha un sanglot. Mes caprices. Voilà comment les jeunes considèrent les anciens. Je ne parle pas de votre âge, je parle du fait que vous essayez de diriger ma propre vie. Alexandra, ne crie pas sur ma mère, ordonna sèchement Hugo. Sur ta mère? Et sur ta femme, on a le droit de crier? On a le droit de la tromper, et de faire des plans sur la comète avec une maîtresse? La belle-mère porta de nouveau la main à sa poitrine. Hugo, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte? Maman, ne l'écoute pas. Elle a les nerfs à vif. Alexandra se leva, et marcha jusqu'à la fenêtre. Elle avait compris qu'elle était prise au piège. La mère et le fils s'étaient ligués contre elle, utilisant le drame de la vieille dame, comme une arme de chantage affectif. Vous savez quoi, dit-elle, en se tournant vers eux. Je pars demain, pour un déplacement professionnel d'une semaine. Pendant mon absence, je vous invite à décider de ce qui compte le plus pour vous, notre famille, ou bien vos petites manigances. Quelle manigance, s'étonna Thérèse. Posez la question à votre fils, il vous racontera tout au sujet de Victoria. Sur ces mots, Alexandra partit s'enfermer dans sa chambre. À travers la porte, elle percevait le murmure des voix. Sa belle-mère posait des questions d'un ton agité, tandis qu'Hugo se justifiait et tentait de s'expliquer. 1 heure plus tard, on frappa à la porte. Sacha, je peux entrer, demanda son mari.
Entre. Hugo entra avec une mine penaude, et s'assit sur le bord du lit. Maman sait tout pour Victoria, maintenant. Et que pense-t-elle de tout ça? Elle est très contrariée, mais elle comprend ce que je ressens. Elle comprend pourquoi j'ai été infidèle. Elle sait que nous traversons une crise, et elle est persuadée que ta promotion ne ferait qu'aggraver les choses. Alexandra fixa son mari, d'un long regard soutenu. Hugo, tu te rends compte de ce qui est en train de se passer? Ta mère te manipule, en se servant de son malheur, et toi, tu la laisses détruire notre mariage. Personne ne manipule personne. Ma mère a simplement donné son avis. Son avis sur ma carrière, et sur notre vie de couple? Depuis quand est-elle devenue experte en relations conjugales? Sacha, c'est une personne âgée. Elle a beaucoup plus d'expérience que nous. L'expérience de quoi? De détruire le mariage de ses propres enfants? Hugo se leva, et se dirigea vers la porte. Je vois que tu es d'humeur agressive. On en reparlera plus tard. Alexandra resta seule, cherchant à comprendre comment sa vie avait pu basculer si rapidement dans un tel cauchemar. Une semaine plus tôt, elle était encore une femme heureuse, mariée à un homme aimant, avec une carrière très prometteuse. À présent, son mari la trompait avec une ancienne camarade de classe, sa belle-mère s'était approprié leur logement, et l'on exigeait d'elle, qu'elle sacrifie tous ses rêves sur l'autel de valeurs familiales plus que douteuses. Le lendemain, Alexandra partit effectivement en voyage d'affaires. Elle espérait que cette semaine de séparation permettrait à tout le monde de calmer le jeu et de réfléchir. Mais à son retour, elle découvrit que la situation s'était encore dégradée. Thérèse avait pris ses aises, et se comportait en véritable maîtresse de maison. Elle avait déplacé les meubles, rangé ses affaires un peu partout, et rempli le réfrigérateur selon ses propres goûts. Et surtout, elle avait placé son fils sous son contrôle absolu. Hugo accueillit sa femme avec une froideur polaire, comme si elle n'était plus la femme qu'il aimait, mais une parente encombrante. À chaque fois qu'elle tentait de lui parler en privé, il lui répondait que sa mère avait besoin de soutien, et qu'il ne fallait pas la contrarier avec des discussions inutiles. Alexandra comprit que la guerre ne faisait que commencer, et que son issue déciderait non seulement de l'avenir de son mariage, mais aussi de tout le reste de sa vie. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le retour d'Alexandra, et la vie dans leur appartement s'était transformée en une interminable pièce de théâtre. Thérèse jouait son rôle de vieille dame misérable avec un tel talent, que même les voisins commençaient à lancer des regards compatissants à Alexandra, dans l'escalier. La pauvre femme, chuchotait Madame Martin, la voisine de palier, se retrouver sans toit à son âge, c'est terrible. Heureusement que sa belle-fille a eu pitié d'elle. Alexandra hochait la tête et souriait, mais à l'intérieur, elle bouillonnait de rage. Sa belle-mère entretenait savamment cette image de vieille dame sans défense, recueillie par charité. Dans le même temps, elle laissait subtilement entendre à son entourage, que sa belle-fille n'était pas vraiment ravie de cette cohabitation. Le lundi matin, Alexandra se préparait pour une réunion capitale avec de potentiels investisseurs, pour la nouvelle succursale. Ce projet, estimé à 8 millions d'euros, pouvait sceller son destin professionnel pour les années à venir. Elle avait peaufiné sa présentation, mémorisé le moindre chiffre, et s'était même acheté un nouveau tailleur pour l'occasion. « Hugo, je vais rentrer tard ce soir, dit-elle, en prenant son petit déjeuner. J'ai une réunion très importante. » Son mari hocha la tête, sans quitter son téléphone des yeux. En l'espace de 2 semaines, il était devenu encore plus distant et froid. Victoria continuait à lui envoyer des messages, mais leurs échanges se faisaient désormais avec plus de discrétion. « Alexandra, de quelle réunion s'agit-il » s'enquit Thérèse, en entrant dans la cuisine avec son vieux peignoir. « Une réunion de travail, pour mon nouveau projet. »« Ah, je vois. Tu vas encore compter tes sous » soupira la belle-mère, en se laissant lourdement tomber sur une chaise. Alexandra ouvrit la bouche pour répliquer, mais en regardant l'heure, elle comprit qu'elle allait être en retard. « On se voit ce soir » lança-t-elle, en se précipitant vers la porte. La réunion se tenait dans le centre de Paris, dans les locaux d'un important fonds d'investissement. Alexandra se sentait en pleine possession de ses moyens.
Sa présentation était parfaite, les chiffres impressionnants, et les perspectives grandioses. Les investisseurs posaient des questions, prenaient des notes, et hochaient la tête avec un intérêt non dissimulé. À 13h30, alors que les négociations abordaient le point crucial du montant de l'investissement, le téléphone d'Alexandra se mit à sonner. C'était Hugo. « Je vous prie de m'excuser, c'est très important », dit-elle aux investisseurs, avant de sortir dans le couloir. « Sacha, rentre tout de suite », s'exclama son mari, d'une voix paniquée. « Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère ? Elle va vraiment très mal. » « Que se passe-t-il ? » ?»« Je n'en sais rien. Elle est tombée dans la salle de bain, et maintenant elle est allongée et gémit de douleur. Elle dit que son cœur lui fait mal, et qu'elle a des vertiges. J'ai appelé les urgences, mais elles réclament ta présence. Alexandra ferma les yeux avec lassitude. Hugo, je suis en plein milieu d'une réunion cruciale. Sacha, l'argent compte plus que la vie de ma mère ? Elle se sent vraiment mal. Très bien, j'arrive, mais je dois d'abord conclure mes négociations. Non, viens tout de suite. L'ambulance est déjà en route. Alexandra retourna dans la salle de réunion, l'air confus. Messieurs, je suis confrontée à une urgence familiale grave. Serait-il possible de repousser notre réunion ? L'investisseur principal consulta sa montre. Notre emploi du temps est très chargé. Aujourd'hui est le dernier jour où nous pouvons statuer sur votre projet. Je le comprends parfaitement, mais... Alors, allons droit au but. Nous sommes prêts à investir 3 millions d'euros, à condition que... Le téléphone sonna de nouveau. Hugo. Sacha, où es-tu ? Maman a perdu connaissance. Les médecins pensent qu'il pourrait s'agir d'un micro-infarctus. Le cœur d'Alexandra fit un bond dans sa poitrine. Quels que fussent ses sentiments pour sa belle-mère, la vie d'un être humain passait avant n'importe quelle somme d'argent. « Je suis navrée, mais je dois absolument partir, » dit-elle, en rassemblant ses dossiers à la hâte. « Je vous en prie, appelez-moi demain. » Demain, nous nous envolons pour les États-Unis. La prochaine fenêtre pour nous rencontrer ne sera pas avant 3 mois, répondit froidement l'investisseur. Alexandra quitta le bureau, partagée entre divers sentiments. D'un côté, elle n'avait pas eu le choix. De l'autre, elle savait qu'elle venait de laisser filer une chance, qui ne se représenterait peut-être jamais. À son arrivée à l'appartement, la scène qu'elle découvrit la fit douter de la gravité de la situation. Thérèse était allongée sur le canapé du salon, mais elle semblait plutôt en forme. Il n'y avait aucune trace des ambulanciers. « Où sont les médecins ? » demanda Alexandra. « Ils sont déjà partis. »« Ils ont dit que la crise était passée, » répondit Hugo. Sa tension a fait un bond, mais les médicaments ont fait effet. « Alexandra, ma fille, tu es là » s'anima la belle-mère. « Merci d'avoir tout laissé tomber pour moi. »« Thérèse, comment vous sentez-vous ? » ?»« Mieux. Beaucoup mieux. Dès que j'ai su que tu arrivais, je me suis sentie soulagée. J'avais tellement peur de rester seule. » Alexandra scruta attentivement sa belle-mère. Des joues rosées, le regard vif, une voix assurée. Cela ne ressemblait pas vraiment à quelqu'un qui était à l'article de la mort, 1 heure plus tôt. « Et qu'est-ce que les médecins ont dit ? Quel est le diagnostic ? » « Oh, rien de bien grave. Mon âge, les nerfs, la tension. Ils m'ont dit de me reposer, et de ne pas m'inquiéter. » Le soir, après que Thérèse se fut couchée, Alexandra essaya de discuter avec son mari. « Hugo, tu ne trouves pas étrange que ta mère se soit remise aussi vite ? » « Qu'est-ce qu'il y a d'étrange ? Les médecins lui ont donné ce qu'il fallait. »« Quel médecin ? Je n'en ai vu aucun. »« Eh bien, ils sont partis juste avant ton arrivée. » « As-tu le numéro d'intervention du SAMU ? Il doit bien y avoir un justificatif, un papier quelconque. » Hugo fronça les sourcils. « Sacha, tu penses que ma mère a simulé ? J'essaie juste de comprendre ce qu'il s'est passé. » Ce qu'il s'est passé, c'est qu'une personne âgée a fait un malaise, et toi, au lieu d'avoir un peu d'empathie,
tu lui fais subir un interrogatoire. Alexandra comprit que cette discussion ne mènerait à rien, mais ses doutes persistaient. Cette crise tombait vraiment à pic, s'était dissipée très rapidement, et coïncidait étrangement avec sa réunion la plus importante. Une semaine plus tard, le même scénario se répéta. Alexandra devait défendre son projet devant le conseil d'administration, son ultime chance d'obtenir un financement, après l'échec avec les investisseurs étrangers. Et une fois de plus, au moment le plus crucial, le téléphone sonna. Hugo. Sacha, maman va de nouveau très mal. Elle n'arrive plus à se lever, elle dit que ses jambes ne la portent plus. Cette fois-ci, Alexandra décida de se montrer ferme. Hugo, je ne peux pas quitter le bureau. Appelle le médecin ou les urgences. Sacha, tu es vraiment sans cœur. Ma mère est en train de mourir, et toi, tu ne penses qu'à ton travail. Si elle est vraiment en train de mourir, elle a besoin d'un médecin, pas de moi. La présentation fut un franc succès. Le projet fut validé, mais Alexandra avait le cœur lourd. À son retour, elle fut accueillie par un silence glacial, et des regards réprobateurs. Ma fille, je comprends bien que ton travail est très important, commença tristement Thérèse. Mais quand quelqu'un souffre. Thérèse, est-ce que vous allez mieux? Oui, ça va mieux. Mon petit Hugo a bien pris soin de moi. J'ai un fils merveilleux, toujours aux petits soins. Alexandra nota que sa belle-mère paraissait, encore une fois, en parfaite santé. De plus, il y avait des assiettes sales sur la table de la cuisine, signe que quelqu'un avait fait un bon repas. Et qu'a dit le médecin? Nous n'avons pas appelé de médecin. Hugo voulait le faire, mais je lui ai demandé de ne pas dépenser d'argent pour rien. Je me suis allongée, j'ai pris quelques gouttes de valériane, et c'est passé tout seul. Le vendredi suivant, profitant d'un jour de congé, Alexandra décida de mener sa petite enquête. Hugo était parti pour un énième entretien d'embauche, et Thérèse annonça qu'elle se rendait à la clinique, pour un examen de routine. « Alexandra, tu pourrais me déposer devant la clinique ?» demanda la belle-mère. « Bien sûr. » Pendant le trajet, Thérèse passa son temps à énumérer ses mots, se plaignant de sa tension et de son cœur. Alexandra la déposa devant l'établissement médical, et repartit vaquer à ses occupations. Mais une demi-heure plus tard, elle fit demi-tour, et alla se garer discrètement face à la clinique. Exactement une heure plus tard, Thérèse sortit du bâtiment, mais au lieu de se diriger vers l'arrêt de bus, elle marcha droit vers un luxueux SUV garé non loin. Au volant, se trouvait un homme en costume, d'environ 45 ans. La belle-mère monta côté passager, et le véhicule prit la direction des quartiers huppés de la ville. Alexandra les suivit, en gardant ses distances. Le SUV s'arrêta devant une résidence flambant neuve, où les appartements se négociaient à pas moins d'1 million d'euros. Thérèse sortit de la voiture, embrassa le conducteur sur la joue, et pénétra dans l'un des immeubles. Alexandra se gara, et attendit. 3 heures plus tard, la belle-mère ressortit, monta dans le même véhicule, et ils firent le chemin inverse. Arrivée devant la clinique, Thérèse descendit, et marcha tranquillement vers l'arrêt de bus, comme si de rien n'était. Le soir, pendant le dîner, la belle-mère raconta sa prétendue visite médicale. Le docteur dit que mon état n'est pas si désespéré pour mon âge, mais qu'il faut que je me ménage, et que j'évite tout stress inutile. Et qu'avez-vous fait, après la clinique, demanda innocemment Alexandra. Oh, rien de spécial. Je suis allée me promener un petit peu. Il faisait si beau, aujourd'hui. Et dans quel quartier vous êtes-vous promené? Dans le parc, juste à côté de la clinique. Alexandra hocha la tête, bien qu'elle bouillonnait intérieurement. Sa belle-mère mentait avec un aplomb effrayant. Mais pourquoi? Et qui était cet homme, dans le SUV? Durant le week-end, Alexandra fit jouer ses relations, et contacta une connaissance travaillant dans une agence immobilière. En lui décrivant l'homme et la voiture, elle lui demanda de se renseigner sur les résidents de cet immeuble luxueux. Le lundi, sa connaissance la rappela. Sacha, d'après ta description, il s'agit de Michel Leblanc, le propriétaire d'une grande entreprise de construction.
Il possède un grand appartement dans cette résidence. Pourquoi cette question? Tu as des problèmes? Non, c'était par simple curiosité. Alexandra fit des recherches sur ce Michel Leblanc sur Internet. Un homme d'affaires prospère, à la tête de plusieurs sociétés, et célibataire. Les photos confirmaient qu'il s'agissait bien de l'homme au volant du SUV. Mais la découverte la plus troublante fut le fruit du hasard. En consultant les annonces de location immobilière, Alexandra tomba sur une adresse qu'elle connaissait bien, l'appartement de Thérèse, proposé à la location pour 1200 € par mois. L'annonce précisait « Propriétaire, Michel Leblanc ». Le cœur d'Alexandra s'emballa. Cela signifiait que sa belle-mère n'avait pas du tout vendu son appartement à des arnaqueurs. Elle l'avait vendu à ce Michel Leblanc, et elle continuait de s'y rendre? Ou peut-être qu'elle ne l'avait même pas vendu, et qu'elle l'avait simplement mis à son nom, pour une raison obscure? Elle devait en avoir le cœur net. Alexandra fit appel à un détective privé, que lui avait recommandé un collègue. Une semaine plus tard, elle tenait entre ses mains un rapport détaillé, qui lui donna le vertige. Thérèse avait bel et bien vendu son appartement à Michel Leblanc, non pas pour 300 000 €, comme elle l'avait prétendu, mais pour 700 000 €. De plus, la transaction avait été conclue sous la forme d'un viager. Elle pouvait continuer à occuper les lieux jusqu'à la fin de ses jours, après quoi le bien reviendrait définitivement à l'homme d'affaires. Mais le plus choquant restait à venir. Chaque mois, Michel Leblanc versait une rente de 1500 € à Thérèse, qui, à son tour, transférait cette somme directement sur le compte bancaire de son fils Hugo. En clair, son mari était parfaitement au courant de l'escroquerie de sa propre mère. Ils avaient monté cette comédie ensemble, faisant passer Thérèse pour une pauvre vieille dame ruinée, alors qu'en réalité, elle percevait des revenus supérieurs à l'ancien salaire de son fils. Alexandra imprima tous les justificatifs, et le soir même, elle convoqua un conseil de famille. « Thérèse, j'ai besoin de vous parler », déclara-t-elle, alors que sa belle-mère regardait la télévision dans le salon. « Bien sûr, ma fille. De quoi s'agit-il » Alexandra posa les relevés de virement bancaire sur la table basse. « De vos revenus. » Le visage de Thérèse changea brusquement de couleur, mais elle se reprit très vite. « Quels revenus ? » Les 1500 € que vous verse Michel Leblanc chaque mois, et les 700 000 € de la vente de votre appartement. La belle-mère devint très pâle, mais s'obstina à faire semblant de ne pas comprendre. « Ma fille, j'ignore totalement d'où tu sors ces papiers, mais... » « Hugo, » cria Alexandra. « Viens ici, il faut qu'on discute. » Son mari sortit de la chambre, l'air sur la défensive. En voyant les documents étalés sur la table, il blêmit à son tour. « Assieds-toi, » lui dit Alexandra. « Nous allons mettre les choses au clair. » « Mettre quoi au clair ?» tenta d'éluder Hugo, avec un faux air surpris. « M'expliquer pourquoi tu perçois de l'argent de ta mère, qui est censée avoir tout perdu. Et pourquoi vous me mentez tous les deux, depuis plus d'un mois. » Thérèse se mit à pleurer. « Alexandra, tu ne peux pas comprendre. Je comprends bien plus de choses que vous ne le croyez. Votre appartement n'a pas été vendu à des escrocs, il a été cédé à Monsieur Leblanc, en viager. Vous touchez une belle rente, que vous reversez ensuite à votre fils. Et moi, vous me racontez des histoires à dormir debout, sur votre prétendue misère. » Hugo baissa les yeux. « Sacha, c'est très compliqué à expliquer. J'attends tes explications. Je suis toute oui. Maman a effectivement vendu l'appartement, non pas à des arnaqueurs, mais à Michel Leblanc. C'est un ami de très longue date. De très longue date, au point qu'il lui verse 1500 € par mois. C'est stipulé dans le contrat de viager. Il assure ses arrières, et elle s'assure que je ne manque de rien. C'est vraiment très touchant. » Soudain, Thérèse cessa ses pleurs, et foudroya sa belle-fille d'un regard plein de haine. « Oui, j'aide financièrement mon fils. Et alors, où est le mal ? Le mal, c'est de m'avoir menti, à moi. D'avoir joué à la pauvre femme à la rue, alors que vous menez un train de vie que beaucoup vous envieraient.
C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Bien sûr que c'est votre argent. Mais dans ce cas, pourquoi toute cette mascarade avec les arnaqueurs? Pourquoi ces larmes de crocodile sur votre ruine? La belle-mère se leva, se redressant de toute sa hauteur. La vieille dame pitoyable s'était effacée, pour laisser place à une femme d'une redoutable détermination. Parce que je refuse que mon fils soit entretenu par sa femme. Un vrai homme doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais être entretenu par l'argent de maman, c'est normal? Ça n'a rien à voir. C'est l'argent de notre famille. Alexandra secoua la tête, incrédule. Je vois le genre. Et vos faux malaises, à chaque fois que j'avais des rendez-vous professionnels cruciaux, ça fait aussi partie des traditions familiales. De quel malaise tu parles? Tenta d'intervenir Hugo. Ta mère tombe opportunément malade, à chaque fois que j'ai une réunion décisive pour mon travail. C'est quand même drôlement pratique. Sacha, tu deviens paranoïaque. Hugo, j'ai failli perdre un contrat de 3 millions d'euros, à cause du soi-disant micro-infarctus de ta mère. Alors qu'en réalité, elle se portait comme un charme ce jour-là. Thérèse renifla de dédain. Se porter comme un charme. Voilà donc le respect que tu portes aux personnes âgées. Je respecte les personnes âgées, mais les menteurs et les manipulateurs, je les traite comme ils le méritent. Alexandra, je t'interdis de parler ainsi à ma mère, explosa Hugo. Et moi, je t'interdis de défendre une personne, qui essaie sciemment de détruire ma carrière. Personne ne cherche à détruire ta carrière. Tu es la seule responsable de tes échecs. Responsable de quoi, exactement? Responsable de faire passer ton travail avant ta propre famille. Alexandra se leva et s'approcha de la fenêtre. Hugo, j'ai travaillé comme une forcenée pendant 3 ans, pour que nous puissions avoir une vie décente. Et le jour où je décroche enfin une promotion? Tu commences à me tromper. Ta mère, de son côté, simule des maladies pour saboter mon travail. Et bien sûr, c'est moi la grande coupable dans toute cette histoire? Tu as changé, Sacha. Tu n'es plus la même. Oui, j'ai changé. Je me suis mise à gagner beaucoup d'argent. Apparemment, c'est un crime passible de la peine capitale, chez vous. Thérèse s'approcha de son fils, et lui posa affectueusement la main sur l'épaule. Hugo, ne l'écoute pas. Elle ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Mais vous l'appréciez tellement, que vous êtes prête à bousiller son mariage pour garder le contrôle sur lui. Je protège mon fils, contre une femme vénale qui ne pense qu'à amasser des billets. Alexandra se tourna vers eux, le regard glacial. Vous savez quoi? Ce petit cirque a assez duré. Soit vous arrêtez vos manigances, soit je demande le divorce. Eh bien, demande-le, répliqua soudainement Hugo. Ce sera peut-être mieux pour tout le monde. Les mots de son mari eurent l'effet d'une gifle. Alexandra s'attendait à beaucoup de choses, mais pas à un rejet aussi brutal et assumé. Très bien, répondit-elle à voix basse. Puisque c'est ce que tu veux. Le lendemain, Alexandra apprit une nouvelle qui finit de l'achever. Hugo travaillait depuis déjà 2 semaines dans l'entreprise de Victoria, pour un salaire de 2000 € par mois, mais il s'était bien gardé d'en informer sa femme. Elle l'apprit de la bouche d'une ancienne collègue de son mari, croisée par hasard. Sacha, passe le bonjour à Hugo pour moi. J'ai entendu dire qu'il avait trouvé une place dans l'entreprise de Victoria. C'est une bonne boîte, les salaires y sont très corrects. Le soir même, Alexandra confronta son mari sans détour. Hugo, as-tu retrouvé du travail? Il hésita un instant. Eh bien, oui, en quelque sorte. Où ça? Dans une boîte. Comme commercial. Quel genre de boîte? Une boîte de construction? Hugo, est-ce que tu travailles pour Victoria? Un long silence s'installa. Oui. Et depuis combien de temps? 2 semaines. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne voulais pas te contrarier. Je savais que tu allais mal l'interpréter.
Alexandra laissa échapper un rire bref et sarcastique. Mal interprété? Tu trouves ça normal, de cacher à ta femme que tu as obtenu un poste grâce à ta maîtresse? Victoria n'est pas ma maîtresse. Nous faisons juste. Juste quoi? Des plans pour votre bel avenir en commun? Hugo ne répondit pas, ce qui valait tous les aveux du monde. Tu sais ce qui est drôle dans tout ça, reprit Alexandra. Il y a 6 mois, tu pleurnichais en disant que tu te sentais diminué de ne pas avoir de travail. Et aujourd'hui, alors que tu as enfin un emploi, tu me le caches. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu recommences à me donner des ordres. Te donner des ordres? Quand ai-je donné des ordres, au juste? Tout le temps. Avec tes succès, avec ton salaire, avec tes grands projets. Tu t'imagines que parce que tu rapportes plus d'argent, tu as le droit de me dicter ma conduite? Alexandra fixa son mari, le regard chargé de désillusion. Hugo, j'ai une question toute simple à te poser. Est-ce que tu as encore envie de rester avec moi? Il détourna la tête, fuyant son regard, pour observer l'extérieur par la fenêtre. Je n'en sais rien. C'est tellement compliqué, tout ça. Et qu'est-ce qui t'empêche d'y voir plus clair? Ta maîtresse, ou bien ta chère petite maman? Je t'interdis de parler de ma mère sur ce ton. Et comment devrais-je l'appeler? Une femme qui joue les pauvres malheureuses, alors qu'elle touche une rente de 1500 € par mois? Une femme qui simule des maladies imaginaires, juste pour détruire ma carrière? Depuis le salon, la voix de Thérèse retentit. Hugo, de quoi vous disputez-vous, tous les deux? De rien, maman, répondit-il, on a presque fini. Oh que non, nous n'avons pas fini, lança Alexandra. J'aimerais que ta mère entende enfin la vérité de ma bouche. Elle traversa le couloir et entra dans le salon, où Thérèse faisait mine d'être captivée par la télévision. Thérèse, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Je t'écoute, ma fille. Je sais tout de vos affaires financières. Je sais tout au sujet de Michel Leblanc, et de l'argent que vous donnez en cachette à Hugo. Je suis aussi au courant de son travail chez Victoria. Et je sais très bien, que vous faites semblant d'être malade. La belle-mère tourna vers elle un visage impassible. Et qu'est-ce que tu comptes faire de toutes ces informations? J'exige que vous mettiez fin à ce ridicule théâtre. De quel théâtre parles-tu? Arrêtez de jouer les vieilles dames sans le sou. Cessez de saboter mon travail, et laissez-nous régler nos problèmes de couple, sans venir vous en mêler. Thérèse se leva de son canapé, et se redressa de toute sa hauteur. Son regard se fit soudainement féroce et prédateur. Ma petite fille, tu oublies à qui tu t'adresses. Hugo est mon fils, et je ferai tout pour le protéger des femmes comme toi. Des femmes comme moi? Oui, des femmes obsédées par leur carrière, et qui ne vivent que pour l'argent. Tu veux réduire mon fils à l'état de mari soumis. Et vous voulez en faire un fils à maman incapable de prendre ses propres décisions. Thérèse fit un pas menaçant dans sa direction. Il vaut 1000 fois mieux être un fils à maman, qu'un simple jouet entre les mains d'une femme vénale. Thérèse. Quoi, Thérèse? Tu t'imagines que je suis aveugle? Tu veux emmener mon fils à l'autre bout de la France, loin de sa mère. Tu veux qu'il soit totalement à la merci de ton argent. Alexandra sentit la moutarde lui monter au nez. Je veux simplement que nous ayons une vie de famille normale, sans l'ingérence permanente de tierces personnes. Je ne suis pas une tierce personne, je suis la mère de ton mari. Vous êtes sa mère, pas son épouse. Et toi, tu es une très mauvaise épouse. Une bonne épouse soutient son mari, elle ne l'humilie pas en permanence. Quand l'ai-je humilié, s'il vous plaît? Avec tes succès. Avec tes salaires astronomiques. Tu lui donnes constamment le sentiment d'être un bon à rien. À ce moment-là, Hugo fit irruption dans le salon. Maman, Sacha, ça suffit. Arrêtez ça tout de suite. Hugo, s'adressa la mère à son fils, remets cette petite impertinente à sa place. Alexandra se tourna vers son mari.
Hugo, et quelle est ma place, selon toi? Il resta planté au milieu du salon, regardant tour à tour sa mère et sa femme. Son visage trahissait un mélange de confusion et d'épuisement. Je n'en sais rien, murmura-t-il. Je ne comprends plus rien à tout ça. Alors, c'est le moment d'éclaircir la situation, proposa Alexandra. Ici et maintenant. Que attends-tu exactement de notre mariage? Je voudrais que tout redevienne comme avant, souffla Hugo. Comme avant? Quand tu étais au chômage, et que c'était moi qui subvenais à tes besoins? Non. Quand nous étions encore sur un pied d'égalité. Nous sommes toujours sur un pied d'égalité. J'ai simplement eu de nouvelles opportunités. Des opportunités que tu fais passer avant ta propre famille, s'immisça de nouveau Thérèse. Alexandra se retourna vers sa belle-mère, exaspérée. Thérèse, ça suffit. J'en ai assez de votre comédie. Quelle comédie? Vos maladies imaginaires. Vos mensonges sur les arnaqueurs. Vos manipulations sur votre propre fils. Hugo, tu entends comment elle me parle, gémit la mère, en reprenant son rôle de victime. Hugo serra les poings, les mâchoires crispées. Sacha, je t'interdis de hausser le ton sur ma mère. Ah, et sur ta femme, on a le droit de hausser le ton? On a le droit de lui mentir ouvertement? De la tromper? Qu'est-ce que l'adultère vient faire là-dedans? Nous parlons de valeurs familiales. Alexandra laissa échapper un rire rempli de tristesse et d'amertume. De quelle valeur parles-tu? Du mensonge? De la manipulation? Du fait qu'un mari doive cacher son nouvel emploi à sa femme? Je ne l'ai pas caché. Je n'ai simplement pas jugé utile de te faire un rapport détaillé. Un rapport détaillé? Hugo, nous formons une famille, non? Ou bien est-ce que je me trompe? Thérèse se leva de son canapé, l'air indigné. Une famille, c'est quand une femme a du respect pour son mari, et non pas quand elle passe son temps à lui donner des ordres. Quand ai-je bien pu lui donner des ordres? Sans arrêt. Avec tes projets, avec ton argent, avec tes ambitions démesurées. Alexandra sentit que sa patience avait atteint ses limites absolues. Vous savez quoi? J'en ai assez de tout ce cirque. Demain, je dois signer le contrat le plus important de toute ma carrière. Si vous voulez continuer à jouer votre petite pièce de théâtre, vous le ferez sans moi. Elle tourna les talons, et se dirigea vers la chambre à coucher, mais la voix de sa belle-mère l'arrêta dans son élan. Tu vois bien, Hugo, c'est encore le travail qui prime sur tout le reste. Et la famille, on s'en fiche royalement. Alexandra marqua un temps d'arrêt, mais elle ne se retourna pas. Le lendemain était effectivement un jour décisif pour elle. Il s'agissait du contrat de construction d'un immense centre commercial, pour un montant total de 8 millions d'euros. Si la signature se passait bien, sa carrière décollerait vers des sommets inespérés. En cas d'échec, elle devrait repartir de zéro. Au petit matin, Alexandra se réveilla aux aurores. Hugo dormait encore, tourné vers le mur. Depuis le salon, des bruits lui parvenaient, preuve que Thérèse était déjà debout, en train de préparer le petit déjeuner. Alexandra choisit sa tenue avec un soin méticuleux, vérifia l'ensemble de ses dossiers, et prit sa tablette contenant sa présentation. Le miroir lui renvoyait l'image d'une femme d'affaires forte et sûre d'elle, mais intérieurement, elle tremblait sous la pression. « Hugo, j'y vais », murmura-t-elle. Son mari se retourna, et posa sur elle des yeux encore embués de sommeil. « Bonne chance », grommela-t-il, avant de se tourner à nouveau vers le mur. Dans la cuisine, Thérèse préparait des œufs au plat. « Bonjour, ma fille. Tu veux prendre le petit déjeuner? » Non merci, sans façon. Je vais être en retard. Et où vas-tu, si tôt le matin? Au travail. J'ai une réunion capitale. La belle-mère secoua la tête, d'un air réprobateur. Toujours le travail. Et quand vas-tu enfin t'occuper de ta famille, un peu? Alexandra l'ignora superbement, et franchit la porte d'entrée.
La signature du contrat devait se tenir dans les somptueux bureaux du promoteur immobilier, au cœur de Paris. Alexandra arriva avec une demi-heure d'avance, recompila scrupuleusement tous ses documents, et répéta mentalement ses arguments clés. À 10 heures précises, les représentants du client firent leur entrée dans la salle de réunion, de grands hommes en costume sur mesure. Ils épluchèrent le projet dans ses moindres détails, posèrent diverses questions très pointues sur la technique, et se montrèrent pleinement satisfaits des réponses apportées. Alexandra, votre proposition nous convient parfaitement, déclara l'investisseur principal. Nous pouvons passer à la signature du contrat. Le cœur d'Alexandra bondit dans sa poitrine. Le voilà enfin, le couronnement de ses années de travail acharné. Un contrat de 8 millions d'euros, qui ferait d'elle l'une des spécialistes les plus reconnues du secteur. Les avocats commencèrent la lecture rébarbative des clauses du document. Alexandra n'écoutait que d'une oreille distraite, sachant que tous les points avaient déjà été négociés en amont. Il ne restait plus qu'à apposer sa signature au bas de la page. À 11h30, son téléphone se mit à sonner. C'était Hugo. Alexandra rejeta l'appel, et coupa immédiatement la sonnerie. Une minute plus tard, le téléphone vibra à nouveau. Un SMS d'Hugo: Sacha, maman va très mal. Rentre tout de suite. Suivi d'un deuxième message: c'est son cœur. J'ai appelé l'ambulance. Et enfin d'un troisième: Sacha, où es-tu? Maman va vraiment très mal. Alexandra regarda l'écran de son téléphone, et laissa échapper un rire amer. Évidemment. C'était précisément au beau milieu de la signature de son grand contrat, que Thérèse choisissait pour faire sa nouvelle crise. Le téléphone se remit à vibrer. Je vous prie de m'excuser, dit Alexandra aux investisseurs. C'est une urgence familiale. Donnez-moi une petite seconde. Elle sortit dans le couloir, et répondit à l'appel. Sacha, où es-tu? Maman est au plus mal. Elle a perdu connaissance, hurla Hugo dans le combiné. Hugo, je suis en train d'apposer ma signature sur mon contrat. Quel contrat? Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Appelle les secours, vite. Tu l'as déjà fait, non? Oui, mais elle ne réclame que toi. Elle dit qu'elle ne s'en sortira pas si tu n'es pas là. Alexandra ferma les yeux, accablée. C'était la technique classique du chantage émotionnel. Sa belle-mère avait choisi l'instant le plus opportun, pour jouer sa nouvelle scène dramatique. Hugo, je ne peux vraiment pas venir, là, tout de suite. Sacha, tu n'as donc pas de cœur? Ma mère est en train de mourir, et tu ne penses qu'à ton boulot. Très bien, dit Alexandra après un lourd silence. J'arriverai, mais laisse-moi d'abord terminer ici. Non, viens immédiatement. Les secours sont déjà en chemin. Alexandra retourna dans la salle, l'air mortifié. Messieurs, je suis confrontée à une urgence familiale d'une extrême gravité. Serait-il possible de repousser la signature d'une heure ou deux? L'investisseur principal fronça les sourcils, visiblement contrarié. Notre emploi du temps est très chargé. Nous devons partir en déplacement professionnel, juste après le déjeuner. Dans ce cas, je fais un aller-retour rapide, et je reviens. Alexandra, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Soit nous signons maintenant, soit nous reportons l'opération à la semaine prochaine. Le cœur d'Alexandra fit un bond terrible. Reporter d'une semaine, c'était prendre le risque de perdre ce contrat inestimable. Elle savait pertinemment que les investisseurs étudiaient d'autres propositions concurrentes. Le téléphone sonna à nouveau. Toujours Hugo. Sacha, où es-tu passé? Maman veut qu'on l'emmène en réanimation, elle dit que son cœur est en train de s'arrêter. Alexandra serra les dents à s'en faire mal. Hugo, tu es un adulte. Gère la situation par toi-même. Comment ça, par moi-même? C'est ma mère. Et moi, c'est mon travail. Ton travail passe avant une personne qui est en train de mourir? Ta mère n'est absolument pas en train de mourir. Elle simule, un point c'est tout. Sacha, tu es complètement folle?
Rentre à la maison, tout de suite. Alexandra regarda les investisseurs, qui attendaient patiemment qu'elle prenne sa décision. 8 millions d'euros, ou le nouveau numéro de tragédie de sa belle-mère? Hugo, je serai là dans 1 heure. Dans 1 heure, il sera peut-être trop tard. Alors, préviens la réanimation. Elle raccrocha sèchement, et retourna s'asseoir à la table de réunion. Messieurs, nous pouvons signer. Pourtant, il lui fut impossible de se concentrer. Le téléphone vibrait toutes les 2 minutes. Les messages pleuvaient, les uns après les autres. Maman est évanouie, les médecins n'y arrivent pas, elle t'appelle. Finalement, Alexandra céda sous la pression. Je suis infiniment désolée, mais je dois vraiment m'absenter. Ce ne sera pas très long. Elle rangea ses documents à la hâte, et fila vers chez elle, se maudissant de sa propre faiblesse. Mais après tout, et si Thérèse souffrait d'un problème réellement grave? En arrivant chez elle, elle fut accueillie par une scène qu'elle connaissait déjà par cœur. Thérèse était allongée sur le canapé, poussant de grands gémissements, la main crispée sur son cœur. Hugo s'affairait autour d'elle, avec des boîtes de médicaments et un verre d'eau. « Alexandra, tu es enfin là !» s'exclama Thérèse, en reprenant soudainement des couleurs. « Où est l'ambulance ?» demanda froidement Alexandra. « Ils sont partis. Ils ont dit que le pic de la crise était passé, » répondit Hugo, sur la défensive. Quelle guérison miraculeuse! C'est fascinant. Sacha, ne recommence pas. Maman s'est vraiment sentie très mal. Alexandra dévisagea sa belle-mère. Elle était allongée dans son plus beau peignoir, parfaitement coiffée, et avec une touche de maquillage sur le visage. Elle n'avait décidément pas le profil d'une patiente, qu'on aurait dû emmener en réanimation. « Thérèse, comment vous sentez-vous à présent ? » « Mieux, ma fille. Dès que j'ai appris que tu étais en route, ça m'a tout de suite soulagée. C'est vraiment très pratique. Et qu'est-ce que les médecins ont diagnostiqué ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Mon grand âge, le stress, la tension qui fait des siennes. » Alexandra sortit son téléphone de sa poche, et activa discrètement l'enregistreur vocal. Son instinct lui soufflait que quelque chose d'important allait se produire. « Thérèse, et pourquoi êtes-vous tombée malade, précisément aujourd'hui ?» La belle-mère la regarda avec de grands yeux faussement étonnés. « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, aujourd'hui ? » J'avais une réunion d'une importance capitale. La signature d'un contrat de 8 millions d'euros. « Ah oui, bien sûr, ton fameux travail, » balaya Thérèse, d'un revers de main méprisant. « Il n'y a que le travail qui compte pour toi. » « Oui, le travail qui permet à notre famille de vivre. » « C'est le rôle du mari, de nourrir sa famille, » rétorqua brusquement la belle-mère, le ton montant. « Quel mari ? Un mari au chômage ? » « Mais je travaille, moi, » s'interposa Hugo, touché dans son ego. « Oui, depuis un petit mois. Mais avant ça, tu es resté cloîtré à la maison pendant 6 mois. Au moins, moi, je ne courais pas d'un bureau à l'autre, comme un malade mental. » Alexandra sentit que sa digue intérieure venait de céder. « Un malade mental, Hugo ? C'est moi qui ai subvenu à nos besoins, pendant tout ce temps. Mais personne ne t'a demandé de le faire, bon sang. Et qu'est-ce que j'étais censé faire, selon toi ? Te regarder moisir sur le canapé ? » Thérèse se redressa sur le canapé, avec une vitalité qui n'avait plus rien de maladif. « Tu t'imagines que ton travail passe avant la famille ?» cria-t-elle à plein poumon. « Je pense que sans ce travail, cette famille n'aurait même pas de quoi vivre. » « De quoi vivre ?» ricana la belle-mère. « Mais vivre, on le fera quand ? Quand auras-tu enfin fini de courir les bureaux ? Quand votre cher fils arrêtera de me tromper avec la première venue ? » Hugo devint rouge de colère. « Quel est le rapport avec Victoria, encore ? » « Le rapport, c'est que tu fais des plans pour refaire ta vie avec elle. » « Et il a parfaitement raison de le faire, » hurla soudainement Thérèse. « Cette fille-là, au moins, elle le comprend, alors que toi, tu passes ton temps à lui donner des ordres. » « Maman,
Tenta d'intervenir Hugo, mais la machine était lancée, et rien ne pouvait plus l'arrêter. Le masque de la vieille dame fragile et bienveillante venait de voler en éclats. Quoi, maman? Je dis la vérité. Cette carriériste s'imagine que sous prétexte qu'elle ramène de l'argent, elle a le droit de commander son mari. Je ne commande personne. Bien sûr que si. Tu commandes avec tes projets de déménagement, avec tes millions d'euros, avec tout ça. Hugo tenta de s'interposer entre elles deux. Ça suffit. Arrêtez, toutes les deux. Non, je n'arrêterai pas, vociféra sa mère. Il faut qu'elle sache quelle est sa vraie place. Il faut qu'elle arrête de se prendre pour le chef de famille. Alexandra la regardait, totalement sidérée. La vieille dame malade et géniarde s'était transformée en une véritable furie hystérique. Thérèse, et quelle est ma vraie place, selon vous? Ta place, c'est celle d'une épouse. De faire des enfants, de préparer de bons petits plats, et d'obéir à ton mari. Et si moi, je ne veux pas me contenter de préparer de bons petits plats? Si tu ne veux pas le faire, tu ne te maries pas. La vie de famille, c'est faire des sacrifices. En écoutant sa mère, Hugo s'échauffait de plus en plus. Dans ses yeux, apparaissait cette lueur bien particulière, celle-là même qui l'animait lorsqu'il évoquait Victoria. Ma mère a tout à fait raison, cria-t-il soudain, en se tournant vers Alexandra. Tu as complètement changé, Sacha. Tu n'es plus du tout la même. Ah oui. Et en quoi suis-je différente? Tu es devenue méprisante. Tu te crois supérieure à moi, juste parce que tu as un plus gros salaire. Hugo, quel est le rapport avec? Le rapport, c'est que j'en ai ma claque, la coupe à Théil, hors de lui. J'en ai marre de me sentir comme un pauvre minable, à côté de mon épouse brillante. Alexandra sentit le sol se dérober sous ses pieds. Hugo, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis exactement ce que je pense. Il fit un pas vers elle, et son visage se déforma sous l'effet de la colère. Je me moque totalement de ta promotion, et de ton salaire de 15 000 € par mois. Démissionne sur le champ, et tu vas t'occuper de ma mère, hurla-t-il, pendant que Thérèse portait théâtralement la main à son cœur. Alexandra resta figée, comme abasourdie. C'était donc cela, le véritable visage de son mari. Il n'était pas un homme doux et compréhensif, mais un pur égoïste, incapable de supporter la réussite de sa propre femme. « M'occuper de ta mère ?» demanda-t-elle doucement, pour être bien sûre d'avoir entendu. « Oui. Au lieu de courir les bureaux d'affaires. Une vraie femme normale reste à la maison, et c'est une femme anormale qui travaille. Une femme anormale, qui ne pense qu'à l'argent. » Thérèse opinait du chef, pour marquer son soutien inconditionnel aux paroles de son fils. C'est ça, mon petit Hugo, il faut qu'elle comprenne. Alexandra sortit lentement son téléphone, et stoppa l'enregistrement. 20 minutes de conversation capturée, y compris la phrase clé de son cher mari. Cela serait amplement suffisant. Hugo, tu es vraiment sûr de ce que tu viens de me dire? Absolument certain. J'en ai assez de supporter tous tes caprices. Très bien, répondit calmement Alexandra. Dans ce cas, j'ai une petite chose à te montrer. Elle se dirigea vers la chambre, et sortit un dossier de l'armoire. De retour dans le salon, elle le jeta sur la table basse. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Hugo, soudain méfiant. Les papiers de l'appartement de ta chère mère. Le contrat signé avec Michel Leblanc. Et les relevés de ses confortables revenus. Leur visage se décomposa en une fraction de seconde. Comment as-tu eu accès à ces papiers? Murmura Thérèse, la voix tremblante. Je me suis débrouillée. Oh, et j'ai aussi avec moi un certificat de la clinique, qui atteste que vous êtes en parfaite santé. Un bilan de santé complet, que vous avez passé il y a tout juste une semaine. La belle-mère s'agrippa à l'accoudoir du canapé. Ma fille, tu as mal compris, ce n'est pas ce que tu crois. Je comprends absolument tout. Vous avez fait semblant d'être ruiné et à la rue, alors que vous touchez une rente de 1 500 € par mois.
Vous avez simulé de graves maladies, chaque fois que j'avais des impératifs professionnels. Et vous avez monté votre fils contre sa femme. Sacha, tout ça est faux, tenta d'intervenir Hugo, le teint blafard. Faux. L'enregistrement de notre charmante discussion est faux, lui aussi. Hugo se figea. Quel enregistrement? Celui où tu exiges que je démissionne de mon travail, pour servir de bonne à ta mère. D'ailleurs, tu as affirmé être au chômage, alors que tu perçois un salaire depuis plus d'1 mois. Quel est le rapport avec? Le rapport, c'est que ta direction serait sans doute très intéressée d'apprendre à quel point tu es un menteur invétéré. Thérèse se laissa lourdement retomber sur le canapé. Alexandra, s'il te plaît, trouvons un arrangement. Un arrangement sur quoi, au juste? Sur le fait que vous m'avez mené en bateau, pendant plus d'1 mois et demi. On ne t'a pas mené en bateau, on a juste. Juste quoi? Vous m'avez menti, manipulé, et vous avez tout fait pour briser ma carrière? Hugo tenta de s'approcher de sa femme, implorant. Sacha, je t'en prie, parlons-en calmement. De quoi veux-tu parler? Alexandra fit un pas en arrière. Du fait que tu me caches ton nouvel emploi depuis 1 mois? Que tu bâtis des projets d'avenir avec ta maîtresse? Ou du fait que tu me demandes de sacrifier ma carrière, pour devenir l'infirmière de ta mère? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? Et qu'est-ce que tu voulais dire, alors? Hugo restait bouche bée, incapable de formuler la moindre réponse. Thérèse gardait elle aussi le silence, ayant bien compris que la partie était définitivement perdue. Vous savez quoi, dit Alexandra, en ramassant ses documents. J'en ai ma claque de vous deux. Dès demain matin, je dépose une demande de divorce. Sacha, je t'en supplie, ne fais pas ça, paniqua Hugo. C'est une nécessité absolue. En attendant, faites vos valises, et dégagez de chez moi. Comment ça, dégagez, s'offusqua Thérèse, n'en croyant pas ses oreilles. Dehors. Tous les deux. Et tout de suite. Mais je n'ai nulle part où aller. Vous avez votre appartement, celui que vous avez soi-disant perdu aux mains d'escrocs. Mais il est occupé par des locataires. Alors, allez chez Monsieur Leblanc. Ou sur le lieu de travail de votre fils. Ou dormez dans la rue. Ça m'est complètement égal. Alexandra alla dans la chambre, et commença à jeter les affaires d'Hugo dans un grand sac de sport. Il la suivait pas à pas, la suppliant d'arrêter. Sacha, on peut très bien discuter de tout ça. Il n'y a plus rien à discuter. Tu as fait ton choix. Quel choix? Ta mère est ta maîtresse, plutôt que ton épouse. Toutes mes félicitations, c'est toi qui as gagné. Alexandra porta le sac dans le couloir de l'entrée, et le jeta violemment sur le sol. Prends tes affaires, et disparais de ma vue. Alexandra, ma fille, soyons raisonnables, essaya de tempérer la belle-mère. Thérèse, si dans une demi-heure vous n'avez pas quitté cet appartement, j'appelle la police, et je leur confie tout le dossier de vos petites escroqueries. Quelles escroqueries? Fraude à la vente d'un bien immobilier, simulation de maladie dans un but lucratif, et diffamation. Prise de panique, la belle-mère se mit à courir dans tous les sens, pour rassembler ses affaires. Hugo restait planté au milieu de l'entrée, l'air totalement perdu. Sacha, tu ne vas pas faire une bêtise, n'est-ce pas? Quelle bêtise? Tu parles d'envoyer l'enregistrement à ta direction? Alexandra esquissa un sourire carnassier. Oh, ça dépendra de la vitesse à laquelle tu vas déguerpir de chez moi. 20 minutes plus tard, l'appartement était entièrement vide. Alexandra ferma la porte à double tour, vérifia les verrous, et se laissa tomber sur le canapé. Sa tête était vide, et son cœur aussi. Le téléphone sonna. C'était le numéro de l'investisseur. Alexandra, nous vous attendons. Allez-vous signer ce contrat? Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il restait 3 heures, avant la fin de la journée de travail. Oui, répondit-elle, d'une voix ferme et assurée.
J'arrive. Je me mets en route immédiatement. Le contrat fut signé à 16 heures. 8 millions d'euros, le projet le plus important de toute sa carrière. Les collègues la félicitaient, la direction exprimait sa vive gratitude, et des perspectives professionnelles vertigineuses s'ouvraient devant elle. Alexandra souriait, remerciait tout le monde, mais au fond d'elle, elle ressentait un vide bien étrange. Ce succès avait été obtenu à un prix beaucoup trop élevé, le prix d'une famille anéantie. Le soir, seule dans son appartement silencieux, elle s'assit à la table de la cuisine avec un verre de vin, et tenta de faire le point sur les événements. En l'espace de 2 mois à peine, sa vie avait radicalement changé. Son ascension professionnelle fulgurante s'était soldée par une véritable catastrophe personnelle. Hugo lui envoya plusieurs messages désespérés. « Sacha, il faut qu'on se parle, nous pouvons tout réparer, j'ai eu tort sur toute la ligne. » Mais Alexandra ne daigna pas répondre. Il n'y avait plus rien à se dire. Un homme qui exige de sa femme qu'elle sacrifie sa carrière, pour jouer les servantes auprès de sa mère, ne méritait aucune seconde chance. Une semaine plus tard, elle apprit par des connaissances qu'Hugo avait été licencié de l'entreprise de Victoria. Il s'était avéré que Victoria était une femme mariée, et que sa romance avec Hugo n'était qu'un moyen sournois d'obtenir des informations confidentielles sur la concurrence, par l'intermédiaire de sa femme. Thérèse, de son côté, avait disparu des radars. Selon les rumeurs, elle avait fini par s'installer chez Michel Leblanc, et jouait désormais les femmes de ménage dans son luxueux appartement. Un mois plus tard, Alexandra reçut une offre pour diriger la nouvelle succursale de l'entreprise à Bordeaux. Le salaire était très attractif, avec un appartement de fonction à la clé, et une totale autonomie décisionnelle. Elle accepta le poste, sans l'ombre d'une hésitation. Le jour de son déménagement, Hugo fit son apparition devant son immeuble. Il avait très mauvaise mine, il avait maigri, il était mal rasé, et portait des vêtements froissés. « Sacha, j'ai tout compris. Pardonne-moi, implora-t-il. »« Te pardonner quoi, exactement ? » ?»« Ma stupidité. De m'être laissé embobiner par ma mère, et de ne pas t'avoir apprécié à ta juste valeur. » Alexandra posa sur son ex-mari un long regard froid. « Hugo, il y a des choses qui sont tout simplement irréparables. On peut toujours essayer. Ce n'est pas la peine. Nous n'avons pas du tout la même vision de ce qu'est une famille. J'ai changé, Sacha. Moi, je n'ai pas changé. Je considère toujours qu'une femme a le droit d'avoir une carrière, et qu'elle n'est pas obligée de devenir la servante de sa belle-mère. » Hugo baissa tristement la tête. « Donc, c'est vraiment fini entre nous ? » Tout était déjà fini, au moment même où tu as exigé que je connaisse ma place. Alexandra monta dans le taxi, qui prit immédiatement la direction de la gare. À travers la vitre de la voiture, elle aperçut la silhouette voûtée d'Hugo, mais elle ne se retourna pas. Une nouvelle vie pleine de promesses l'attendait droit devant. Une vie sans mensonge, sans manipulation malsaine, et loin de ces personnes qui considèrent la réussite d'une femme comme une menace intolérable pour la fierté masculine. Il était douloureux de réaliser que ces 3 années de mariage n'étaient en fait qu'une vaste illusion. Mais Alexandra allait s'en sortir. Désormais, elle était seule, c'est vrai, mais elle était enfin libre.